Depuis le début de ces séances, nous avons commencé principalement à parler de la transformation digitale en termes de définition, en termes d'intérêt, le pourquoi de la transformation digitale, mais également le comment. Mais en fait, il y a beaucoup d'éléments de susceptibilité, beaucoup de personnes qui disent que la transformation digitale va changer des choses, c'est quelque chose qui peut être nuisible, ça va impacter les emplois et les métiers, et ainsi de suite. Donc tout ça, effectivement, c'est des questionnements qui sont tout à fait légitimes. L'objectif, c'est un peu de répondre, alors autant que possible, bien sûr, à ces questionnements et essayer de voir comment, justement... Alors la voix, elle est faible, d'accord. Bon, je vais essayer de voir ça. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que vous pouvez répondre? Comme ça, je m'assure que... donc, comme j'ai dit, on va essayer un peu de voir aujourd'hui principalement la transformation digitale en termes d'impact, mais également, on va essayer un peu de répondre aux différentes questions. Bon, déjà, commençons par dire Ramadan Mubarak Karim à tous les auditeurs. Nous sommes نهار الأول ديال رمضان، الله يدخل علينا بالصحة والعافية وبالأمن والأمان، وإن شاء الله ما يدوز رمضان حتى يكون ترفع علينا هذا البلاء والوباء، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرحم الناس اللي ماتوا بهذا الوباء، ويشافي المرضى. Voilà, donc parfait. Alors, comme je vais commencer la séance, nous allons consacrer principalement la réponse les questions. Donc, si vous avez des questions, ils seront les bienvenus. Et en même temps, on va essayer, comme j'ai dit, de parcourir ensemble les impacts et le digital, comment ça a impacté nos vies et comment ça continuera de les impacter au moins pour les 10 prochaines années, pour cette décennie. Alors les autres séances qu'on a vues ensemble, souvent on était un peu dans la précipitation pour pouvoir justement parcourir les différents slides et pour pouvoir avancer au niveau des slides. Donc là, on va essayer un peu de répondre plus aux questions. Donc toutes les questions sont les bienvenues et j'essaierai d'y répondre autant que possible. Parfait. Alors, par rapport aux impacts, on va essayer un peu de voir, comme j'ai dit ensemble, les impacts de la transformation digitale. Alors, il faut comprendre que les impacts de la transformation digitale, ça va au-delà. Au-delà en fait de l'aspect purement technologique. Pourquoi? Parce que le digital aujourd'hui, il impacte également la psychologie des personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on voit qu'il y a, par exemple, une génération qui est appelée la génération connectée, la génération digitale. Et donc, la génération digitale, c'est une génération qui a un ensemble de caractéristiques. Alors, bien sûr, ils sont un peu connus au niveau psychologique, au niveau des ressources humaines. Il y a différentes manières de les gérer, d'en tirer un maximum de productivité, de performance. Alors, on commence à recevoir des questions. Donc, j'ai dit effectivement, donc, cette transformation digitale impacte la psychologie. On le voit bien, nous avons aujourd'hui une génération qui est appelée génération connectée. Alors, probablement, on aura une génération post-coronavirus, une génération éventuellement Covid-19. Mais en tout cas, pour l'instant, comme j'ai dit, c'est une génération un peu particulière. La génération, elle se caractérise par un ensemble de caractéristiques psychologiques. L'une des premières caractéristiques, c'est une génération qui n'est pas fidèle. C'est une génération qu'on dit de zappeurs. En fait, c'est des gens qui sont tout le temps en train de changer, alors de marque, de préférence, de like. Donc, ils n'ont pas cette fidélité qu'avait la génération précédente. Alors, ça a un avantage, mais ça a également un inconvénient. Alors, pour les marques, parce qu'il y avait une question sur l'impact de la transformation digitale sur le volet commercial, bah, clairement, pour les marques, ça va être très difficile avec cette génération. Parce qu'il est encore plus difficile de fidéliser, de retenir. Et donc, il faut vraiment déployer un effort important pour pouvoir s'assurer que la clientèle reste fidèle et qu'elle est acquise. Donc, il n'y a plus de clients acquis pour la vie. Généralement, c'est un client
potentiel, c'est un client qui peut être aujourd'hui avec vous, demain avec votre concurrent. Donc, deuxième caractéristique aussi importante, c'est une génération, alors qu'on dit souvent également, génération qui aime la personnalisation. Ça veut dire en fait, elle ne veut pas être traitée de la même manière que tout le monde. Et donc, c'est une génération qui aime qu'elle soit traitée de manière personnalisée. Et là, on le voit. Alors, il y a des marques, par exemple, qui ont déployé des bouteilles avec les noms de personnes. Et donc, il y a des gens qui vont aller chercher justement une bouteille en leur nom. Donc, c'est ce besoin de personnalisation qui est aussi important pour cette génération. C'est une génération qui sait ce qu'elle veut et elle le veut tout de suite. Donc, c'est une génération, alors on dit, c'est une génération Ikiwai Win, c'est-à-dire I know what I want and I want it now. C'est-à-dire qu'en fait, elle sait très bien ce qu'elle veut parce qu'elle a accès à l'information, elle peut naviguer tout autour de l'information, elle peut regarder les préférences des autres, mais également leurs recommandations, leurs avis, et ainsi de suite. Et au bout d'un certain moment, bien entendu, elle veut quelque chose, ben elle la veut tout de suite. Parce qu'elle est habituée à accéder à l'information de manière rapide, de manière instantanée, et donc à pouvoir accéder aux différents services et aux différentes recherches très rapidement. Aujourd'hui, bien sûr, cette génération, elle a besoin, en termes de produits, de services, de cette immédiateté. Et donc, cet aspect immédiat, c'est un aspect qui est fondamental dans la psychologie de cette génération. Alors, tout ça veut dire que, concrètement, quand on va parler de la transformation digitale, ça va au-delà de l'aspect purement technologique. Et donc, c'est des aspects psychologiques. Alors, on va y revenir par la suite. Mais je vais essayer, en fait, de prendre quelques-unes des questions qui sont parvenues au niveau du live. Alors, j'ai une première question par rapport à l'impact du digital dans l'industrie 4.0. Alors, quand on parle de l'industrie 4.0, aujourd'hui, c'est un terme nouveau, mais au fond, au centre de ce terme, ce qu'on retrouve, c'est que il y a l'utilisation des différentes technologies du digital. Donc, dans l'industrie 4.0, on a des machines qui sont intelligentes. Pourquoi elles sont intelligentes? Parce qu'elles sont dotées de capteurs et parce qu'elles permettent de générer des données de manière continue. Et à travers ces données, on a la possibilité de les commander à distance à travers de l'intelligence artificielle. On fait également de la maintenance prédictive. C'est également une industrie qui est orientée vers l'utilisateur et donc elle capture le besoin de l'utilisateur, le besoin de personnalisation et le prend en considération tout au long de la chaîne, alors aussi bien au niveau de la chaîne de fabrication qu'au niveau de la chaîne logistique. Et puis, bien sûr, dans l'industrie 4.0, on a également un usage assez intéressant et assez important du mobile comme point de contact principal avec l'utilisateur. Au-delà de ça, bien sûr, il y a d'autres technologies comme la réalité augmentée, l'impression 3D pour le prototypage. Tout ça également, c'est des éléments qui sont très importants dans l'industrie 4.0. Donc, c'est un usage en fait central du digital dans l'industrie 4.0. Et donc, l'un des éléments de définition de l'industrie 4.0, c'est comment on peut utiliser les différentes technologies du digital pour pouvoir améliorer la chaîne de fabrication de manière continue et pour pouvoir également améliorer la chaîne logistique. Alors, une question sur l'impact du Covid sur la transformation digitale. Alors, là, clairement, en fait, tout le monde y va de sa théorie, mais en tout cas, c'est la question de C. Eyoub Bayour. Donc, par rapport à cette question, alors la première question, c'était de C. Youssef. Donc, par rapport à cette question, aujourd'hui, c'est vrai que la transformation digitale a permis d'accélérer certains aspects. Est-ce que ça va être pérenne ou pas? Personne ne le sait. Ça va dépendre également de la durée de la crise. Si on est sur une petite durée, peut-être les réflexes d'antan vont revenir. Chasser le naturel, il revient au galop. Si par contre la crise dure un peu plus longtemps, ça va devenir le nouveau normal. Et donc, comme ça va devenir le nouveau normal, automatiquement, bien entendu, tous les réflexes, toutes les actions, toutes les dispositions, et également la réglementation qui va s'en suivre, et on a commencé à voir comment le dispositif réglementaire est en train de changer et peut changer assez rapidement, on va se retrouver avec, comme j'ai dit, un nouveau normal. Et donc, le digital va former un élément fondamental dans ce nouveau normal. Donc, bien sûr, c'est un accélérateur parce que, d'abord, avec les contraintes qu'on vit aujourd'hui dans le cadre du Covid, le contact humain doit être minimisé au maximum. Le contact avec le papier doit être également minimisé au maximum. Et donc, on est en train de créer
la terre fertile pour développer le digital. On le voit clairement, maintenant, l'e-commerce, tout ce qui est livraison à domicile, tout ce qui est commande à domicile, ça devient de plus en plus important. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la possibilité de se déplacer, et ainsi de suite. Tout ce qui est, bien sûr, enseignement, tout ce qui est travail à distance. Donc là également, on a besoin d'outils digitaux. Mais également en termes de dématérialisation, donc le sans-papier. Également en termes de contactless. Donc de plus en plus, on va privilégier des dispositifs, des technologies qui ne se basent pas sur le contact. Et donc, on va dématérialiser encore plus, virtualiser encore plus. Donc effectivement, ça peut être un accélérateur. Comme j'ai dit, il se peut que si la crise passe rapidement, on va revenir très rapidement à nos... Alors quand je parle de la crise, j'espère que ça soit rétabli, qu'on rétablisse le plus rapidement, mais je crois qu'on a eu des enseignements, chacun de nous, de manière séparée, mais de manière plus globale en tant que société et que nation. On a compris que le digital est quelque chose de vital. Et donc, il faut y aller et il faut investir dedans de manière frontale. Alors, une question également de alors, Alexis Mungar. Transformation végétale. Est-ce pour intérêt commercial? Bon, j'espère que c'est transformation digitale. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, c'est Alex. En tout cas, la transformation, elle a un intérêt commercial clairement, parce que l'un des aspects fondamentaux de la transformation digitale, tel qu'on l'a vu auparavant, c'est l'amélioration de l'expérience client. Et cette amélioration passe par une acquisition du client à travers des canaux digitaux, donc on va parler de marketing digital, mais également de pouvoir faire des transactions sur le digital et de pouvoir gérer le client tout au long de la relation client, donc aussi bien en avant-vente, en vente qu'en après-vente, d'une manière digitale. Donc effectivement, l'intérêt commercial, il est là. Il y a un intérêt également en termes de meilleure connaissance du client. Pourquoi on utilise le big data? Le premier usage, bon, à part la sécurité, c'est un usage pour mieux comprendre le client, mieux le segmenter, pour pouvoir lui orienter les bons produits et les bons services, et les services et les produits qui soient les plus personnalisés par rapport à son besoin. Donc clairement et effectivement, il y a un intérêt commercial global de la transformation digitale. Alors, si Youssef il parle de lancement des startups durant la période de Covid, en fait, quel est le modèle à suivre? Alors, c'est assez compliqué. Donc, moi, je dis, alors, dans des périodes de crise, c'est là où on crée les meilleures des startups. Alors, il y a eu les meilleures entreprises. Parce qu'en période de crise, on n'a pas tout le confort qu'on a en période normale. Et donc, du coup, les startups qu'on crée, généralement, c'est des startups qui ont les reins solides. Et donc, qui ont toute la possibilité et toutes les opportunités pour avancer, pour accélérer, pour exceller, et ainsi de suite. Maintenant, alors, dans cette période, il faut savoir également positionner ces startups. Il ne faut pas croire que tous les secteurs sont intéressants. Alors, il y a des secteurs aujourd'hui qui sont en berne, qui sont difficiles à cerner et qui vont avoir des difficultés par la suite. Alors, des secteurs comme l'hôtellerie, comme l'immobilier, d'autres secteurs, par exemple, comme le secteur du voyage en général, le secteur de la restauration. Donc, il y a un ensemble de secteurs qui vivent des difficultés assez importantes. Et peut-être dans ces difficultés, il y a des opportunités pour les startups. Donc, si je suis une startup et si j'essaie de réfléchir à des solutions pour pouvoir permettre à des entreprises qui sont aujourd'hui dans ces secteurs de continuer à survivre, ben, ça va être une solution très intéressante à adopter. Alors, je donne un exemple, les restaurants et la livraison à domicile. Donc, si je développe justement des solutions qui vont permettre à ces restaurants de survivre en période de crise, ça peut être très intéressant, ça peut être quelque chose qui va accompagner ces entreprises. Après, il y a d'autres secteurs. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de vivre un raccourcissement des chaînes logistiques parce que chaque pays doit reposer, doit en fait se baser sur ses propres ressources parce on vit avec cette crise un recentrage des pays sur leurs propres ressources. On n'a plus la possibilité d'avoir l'aide de qui que ce soit et donc il faut essayer de développer ses propres ressources. Là également, c'est des opportunités. Il y a toutes les opportunités qui concernent des domaines comme le médical qui va connaître quand même un, en fait un boost assez intéressant suite à la crise en termes de dispositifs, d'équipements, en termes de solutions, en termes de télémédecine également. Et on a vu tout l'impact que ça peut avoir.
également sur les volets d'enseignement, de travail à distance, sur les volets dématérialisation, mais également sur d'autres secteurs, alors des secteurs comme l'agriculture également, qui deviennent de plus en plus importants et qui relèvent de la souveraineté. En fait, on peut discuter très longuement sur ça, mais sachez qu'il y a énormément d'opportunités qui peuvent se créer dans une crise. Le problème, par contre, avec ça, c'est que dans des périodes de crise, tout le support financier qu'on peut avoir en période de confort, on ne l'a pas. Donc on n'a pas nécessairement les possibilités qui s'offrent en termes de financement, la liquidité, on n'a pas suffisamment de liquidité pour pouvoir avancer en période de crise, les clients sont un peu plus réticents à donner de l'argent, le recouvrement est un peu plus difficile, et ainsi de suite. Donc il y a quand même certaines difficultés, mais comme j'ai dit, ces difficultés qui représentent également des challenges. Alors, une question de Nargis Ben Ali. Serait-il possible de parler de la transformation digitale sur les processus RH? Alors ça, c'est à mon sens un sujet qui est très très important. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, le digital impacte, et de manière assez forte, impacte les ressources humaines, impacte la psychologie et la sociologie. Les relations interentreprises sont changées, et également la psychologie des employés, des collaborateurs, elle est différente. Donc, disons qu'il y a un impact clair. On le voit, c'est très différent de gérer la génération connectée que de gérer les anciennes générations. Parce que c'est une génération, comme j'ai dit, qui n'est pas dans la fidélité, qui peut être assez volatile. Assez volatile, c'est pas nécessairement mauvais, c'est pas une critique. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on avait des générations qui avaient une fidélité presque familiale à l'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'entreprise. Donc généralement, c'est une relation ça doit être une relation gagnant-gagnant. Pour revenir, les impacts sont aux différents niveaux du processus RH, ou des processus de la chaîne valeur RH. Depuis le recrutement, alors, dans le recrutement aujourd'hui, on utilise les outils digitaux, on utilise Facebook, on utilise LinkedIn, on utilise pas mal d'outils pour le recrutement. Dans le processus de recrutement lui-même, alors bien sûr dans les deux sens, aussi bien pour le collaborateur ou pour le candidat que pour l'entreprise. Aujourd'hui, il y a également des solutions qui permettent de faire le screening des candidats de manière presque automatique. Il y a la possibilité également à travers le digital d'aller chercher les meilleurs candidats pour faire... en fait, c'est un outil très intéressant pour les chasseurs de tête. Donc ça, c'est vraiment dans la phase recrutement. En plus, on peut penser à faire des recrutements à distance. Donc les entretiens peuvent se faire sur Skype, sur Webex, sur Zoom, sur les différents outils qui sont à disposition. Mais en plus de ça, on peut penser à avoir des ressources qui peuvent travailler même à terme à distance. Ce n'est pas nécessaire d'aller chercher des candidats qui sont par exemple dans la même ville ou qui sont dans le même pays d'ailleurs. Donc on peut aller chercher les meilleurs candidats là où ils sont. La nature du travail va changer. On n'est pas nécessairement dans le CDI. On peut être dans le remote work, on peut être dans des logiques de freelancing, des logiques de travail à la tâche. Et donc, la nature du travail, même au sein même de l'entreprise, elle est différente. Donc, l'étendue de l'entreprise peut être différente parce que les clients peuvent être quelque part, et dans un sens également, des collaborateurs. Et puis, bien entendu, à l'intérieur de l'entreprise, il y a tout le volet collaboratif. Alors, dans le volet collaboratif, il y a tout un ensemble d'outils qui permettent de renforcer cette collaboration, d'assurer une bonne communication, une fluidité de l'information et de garantir que les ressources humaines qui sont à disposition collaborent, co-construisent et apportent la valeur et la performance globale. Bien entendu, il y a également les outils qui permettent de prendre la décision par rapport au RH. Il y a des outils en termes d'intelligence artificielle et de data mining qui permettent par exemple de prédire un départ et donc de pouvoir surveiller cet élément qui est important au niveau RH. Il y a également des outils dans la phase de formation où on peut faire de la formation à distance. Par exemple, aujourd'hui, un département RH sur le volet formation, il peut souscrire à des abonnements entreprises avec des MOOC ou avec des plateformes comme Udemy et ça peut vraiment rendre plus performante la fonction RH. Les outils également qui permettent de partager du contenu, alors du contenu de formation, mais également du contenu métier, peuvent être également très intéressants. Donc voilà, alors bien sûr, c'est pas exhaustif, mais j'ai essayé un peu de répondre tant bien qu'on mal.
Alors, l'impact du Covid sur le travail et sur du télétravail, freelancing, alors c'est Youb. Clairement, aujourd'hui, il y a un impact majeur. Alors, bien sûr, le télétravail n'est pas une alternative au travail normal, ni le téléenseignement, qui n'est pas une alternative pour l'enseignement présentiel. C'est quelque chose qui peut être assez complémentaire par rapport au travail normal. Alors, pour certains métiers, ça peut être encore plus intéressant. Alors, dès lors qu'on va parler du télétravail, la nature de la relation entre l'entreprise et l'employé est un peu différente. Elle est plus basée sur les résultats et non pas sur les heures travaillées. Et donc, elle peut être dissociée d'une logique contractuelle à la CDI. Et donc, effectivement, on va certainement comprendre l'intérêt de passer à des logiques de freelancing, des logiques de travail à la tâche, comme j'ai dit, donc ce qu'on appelle la gig economy. Aujourd'hui, c'est une tendance qui existe avant le Covid, mais qui va être accélérée par le Covid. Aux États-Unis, en 2018, il y avait 37% des emplois qui étaient en mode freelance. On prévoyait en 2022 d'avoir 70% des emplois qui sont en mode freelance. Alors, avec bien sûr ces modes de travail, il y a également des impacts négatifs en termes de vulnérabilité du travail, mais également des impacts positifs en termes de capacité de l'investissement des entreprises. En tout cas, c'est un très long débat. Et aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes par rapport à des formes qui existent depuis 150 ans, depuis 200 ans. En fait, toutes les formes de syndicalisme, par exemple, toutes les formes de contractualisation du travail, c'est des formes qui ont été construites après la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est en train de vivre une autre ère et il faut imaginer la réglementation, les lois et les éléments d'accompagnement qui doivent accompagner justement cette évolution majeure. Alors, s'imagine, question, tout secteur est en lien étroit avec le secteur public. Ainsi, cette transformation ne peut réussir sans intégrer effectivement le public dans cette logique. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire de manière indépendante des autres. Si on veut instaurer de la collaboration, travail collaboratif, c'est quelque chose qui est indépendant des clients. Donc, on peut instaurer une logique de travail collaboratif, de télétravail, sans nécessairement avoir des impacts. Mais clairement, commercialement, il y a toujours un lien avec le public. Donc, on ne peut pas faire euh, euh, cet effort de transformation de manière structurée, de manière pérenne, si on n'a pas tous les autres secteurs qui accompagnent. Donc, c'est une transformation dans une logique de chaîne de valeur et d'écosystème. Donc là, je suis d'accord. Maintenant, il faut également savoir que le public, il détient également la carte réglementaire, qui est très très importante. Et généralement, pour aller loin dans cette transformation, la réglementation doit être un élément d'accompagnement. Exemple, si on veut dématérialiser le flux de factures, le flux des achats, le CADA, là, si ça n'a pas une valeur légale, ça va être un peu difficile. Donc clairement, l'administration peut tirer vers le haut ou vers le bas tout effort de transformation digitale. Après, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont moins indépendants du public et d'autres qui sont plus ou moins indépendants. Mais gardez en tête qu'il y a quand même des efforts de transformation qui se font à une échelle plutôt interne de l'entreprise. Alors, remarque d'Elsi Youssef, effectivement, l'industrie 4.0 ne sont pas encore préparés pour ce départ. Bah, c'est l'occasion de s'y préparer. Je crois qu'avec le Covid, on a bien compris que sur beaucoup de secteurs, on ne doit pas avoir énormément de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'étranger. Donc il faut développer une industrie locale. Et tant qu'à la développer, bah, il faut la développer sur de bonnes bases en adoptant justement les différents principes de l'industrie 4.0. Alors, c'est Ali Fedeli, quels sont les aspects de la transformation digitale dans le domaine des ressources humaines? Peut-être que j'ai essayé de répondre à une partie de cette question avec la question de Nargis tout à l'heure. Donc, effectivement, sur l'ensemble de la chaîne ressources humaines, la transformation digitale. Alors, je vais peut-être aller un peu au-delà pour parler de la transformation des profils. Parce qu'aujourd'hui, le digital nous impose un changement majeur par rapport au profil dont on a besoin. Il y a un ensemble de métiers qui vont disparaître et les gens qui sont dans les ressources humaines doivent prendre conscience de ça. Et donc, en termes de formation, en termes de reconversion, en termes d'accompagnement des équipes, il faut qu'ils comprennent que demain ou après-demain, dans les 10 années à venir, il y a des métiers qui vont disparaître. Parce qu'ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle, parce qu'il y a suffisamment d'automatisation et donc ça ne nécessite pas l'intervention humaine, et ainsi de suite. Il y a d'autres métiers qui vont se transformer pour avoir l'humain en tant que support.
Et donc, en fait, la mission de l'homme dans le processus va être différente. Parce qu'une partie du processus va être complètement automatisée. Et donc, ces transformations-là, il faut que les gens des ressources humaines les comprennent. Qu'est-ce que ça va toucher? Il y a des métiers qui vont être touchés de manière frontale. Les métiers de relations clients, par exemple. Les métiers de comptabilité, les métiers de contrôle. Les métiers, les métiers, par exemple, qui sont associés à la logistique. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, qui vont changer de manière drastique. Donc, il faut comprendre ces éléments-là. Il faut comprendre là où l'intelligence artificielle peut être une valeur ajoutée et comment la faire fonctionner de manière cohérente avec l'homme et de manière à avoir le maximum de valeur ajoutée pour l'homme et pour l'entreprise. La remarque de Si Youssef par rapport à la zone d'inconfort, vraiment tout à fait d'accord. Généralement, on ne produit rien, on n'innove pas et on n'avance pas quand on est dans la zone de confort. Aujourd'hui, cette opportunité qui est offerte à travers cette crise, c'est de bousculer cette zone de confort. Et à partir de là, ça bouscule nos acquis, nos préférences, notre façon de faire, et ça nous permet d'aller un peu plus de l'avant et de pouvoir justement innover, de pouvoir réfléchir autrement, de pouvoir se confronter aux vraies réalités et d'essayer de les affronter et d'affronter justement les challenges. Alors, à part le fait que le Covid a accéléré la décroissance, si Soufiane, est-ce qu'il y a une réelle volonté d'aller vers l'avant bon, ou bien on va contenter d'entendre des gros mots Big Data. Bon. Alors, sincèrement, des fois au Maroc, je n'arrive plus à comprendre ce qui se trame dans la tête des gens et des décideurs. Des fois, je vois qu'il y a une très bonne volonté, que les gens veulent aller de l'avant. Et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, mais je vois qu'il y a des freins. Alors, est-ce que c'est des clans, c'est une question de pouvoir? Est-ce que... Moi, je dis que, fort probablement, au Maroc, il y a un problème, et un sujet, alors qui est un peu tabou, et qui freine énormément toute velléité d'aller de l'avant vers la transformation digitale. C'est l'approche sécuritaire. L'approche sécuritaire, par définition, c'est une approche de contrôle, de centralisation. Ce n'est pas une approche qui est dans la collaboration ni dans l'agilité. C'est une approche qui est très conformiste et qui n'est pas nécessairement dans la logique de l'innovation. Et c'est une approche, bien entendu, qui veille à sécuriser, à assurer les gains de quelques-uns. Et donc, du coup, on n'est pas dans une économie qui est tout à fait libre, on n'est pas dans la logique de la liberté d'innovation, d'expression. Et ça, à mon sens, ça peut quelque part être impactant. Donc, du coup, quand on essaye de faire avancer les choses, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des freins qui sont d'une certaine manière liés à cette nature sécuritaire. Je crois qu'il faut qu'on dépasse en termes de réflexion, en termes de modèle politique, cette contrainte, si on veut aller de l'avant. Deuxième élément, bien sûr, il y a l'élément de l'économie. Plus on est dans l'économie de rente, plus on ne favorise pas l'innovation, plus on ne favorise pas, bien sûr, l'avance vers la technologie, parce qu'on préfère rester ou dormir sur ses lauriers. Bon, il y a des gens qui en profitent, parfait, bon, ben tant qu'ils en profitent, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc ça, c'est des logiques, effectivement, qui peuvent être impactantes par rapport à l'avancée de la transformation digitale. Le volet réglementaire est un élément qui est fondateur et qui impacte négativement l'avancée dans le sens de la technologie. Certains éléments qui sont liés au mindset, et là, clairement, on a un problème de mindset en termes d'agilité, en termes de capacité à collaborer. Par exemple, dans le public, on a énormément de centralisation de la décision. Et ça pose énormément de problèmes. Alors, si on veut faire du contrôle, on reste dans une logique centralisée, mais si on veut libérer les potentiels et capturer les opportunités, ben, il faut être plus dans la décentralisation. Donc, alors, question de Dalil Oufkeri. Le digital offre des opportunités à saisir pour les entreprises dans plusieurs domaines. Cependant, on laisse dans l'ombre l'impact écologique du digital. Alors, le digital et énergivore. Le digital et énergivore. Là, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, dans les présentations que je fais, il y a également ce volet-là. Pourquoi? Parce que, bon,
il faut comprendre qu'aujourd'hui, on utilise un ensemble de matières. Alors, il y a aujourd'hui dans le tableau des matières de Mendeleïev, il y a un ensemble de matières qui sont en danger à cause du digital. Des exemples, le silicium, le cobalt. Alors, très dernièrement, avec tout ce qui est voiture autonome, on a vu qu'il y a un problème vis-à-vis du cobalt. Tout le monde veut se l'accaparer. Volkswagen est parti en Namibie, qui est l'un des plus grands producteurs du cobalt, et n'a pas trouvé elle n'a pas eu la possibilité d'avoir la production parce qu'elle a été raflée par Tesla. Donc aujourd'hui, il y a des matières qui sont en danger. Deuxième élément, bien entendu, c'est la partie énergie. Alors, on parle tout le temps de Bitcoin, de blockchain, c'est très bien, mais il faut voir l'impact énergétique. C'est un impact qui est énorme. Quand on parle des grands data centers, bah, c'est des data centers qui sont vraiment, euh, alors, qui peuvent être très bien pour l'économie digitale, mais qui ont un impact en termes de CO2 qui est très très important. Donc, euh, oui, il faut aller dans le sens du digital, mais à un moment donné, on sera limité par la matière première. Et aujourd'hui, une partie des guerres qui existent un peu partout dans la planète, c'est des guerres de matières premières. Aujourd'hui, l'économie mondiale, par exemple, elle dépend de la matière première. Alors, dont, par exemple, les matières premières qui sont les plus utilisées dans la technologie, 30% sont produites en Chine. Donc aujourd'hui, dès que en fait, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est également une guerre de la matière première. La deuxième guerre qui se livre un peu partout, c'est une guerre de la matière grise. Donc il y a la matière première et la matière grise, et derrière, ces deux éléments sont des éléments fondamentaux pour la technologie et dans le cadre du digital. Donc je voulais également ici attirer l'attention vers le fait qu'on consomme plus que ce qu'on produit en une année au niveau de la Terre. Et ça a un impact. Ces ressources naturelles sont limitées. Au bout d'un certain moment, on va arriver à un niveau où on n'aura pas la capacité de produire certaines choses. Donc là, il faut faire vraiment très attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut freiner l'avancée technologique, mais il faut qu'elle soit cohérente, durable et qu'elle soit utile pour l'homme à terme. Alors, une question de C. Omar Rajed. Quels sont les aspects de la transformation digitale dans l'enseignement et comment exploiter le digital pour enseigner à distance? Alors, l'enseignement à distance aujourd'hui, c'est devenu quelque part une obligation. Alors, pour pouvoir enseigner à distance, il y a un ensemble de choses dont on a besoin. Première des choses, alors, dont on ne parle pas beaucoup, en fait, avant de parler de classes virtuelles, d'outils de webconferencing, c'est d'abord la numérisation du contenu. Aujourd'hui, à l'échelle primaire, secondaire, universitaire, en fait, pratiquement dans tous les niveaux d'enseignement, on a un problème de niveau de numérisation du contenu. Il y a beaucoup de contenus encore qui sont au format papier, il y a beaucoup de contenus qui ne sont pas disponibles au format numérique. Alors, je parle bien sûr du contenu qui est produit par le prof, mais également des programmes, donc les contenus, les livres scolaires, et ainsi de suite. Tout ce contenu-là, il est très très important de pouvoir le numériser, parce que c'est une étape qui est vraiment fondamentale avant de passer à l'enseignement à distance. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui un effort qui est fourni. Il y a eu pendant des années des startups qui ont travaillé sur une sorte de numérisation du contenu. Alors, des startups comme Kezaku, comme Students.ma, comme Qaraiti, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenus. Et en fait, on n'y croyait pas. Donc là, on est un peu en train de payer cher quelque part cette négligence. Maintenant, pour avancer, il y a bien sûr la numérisation, donc ça c'est un élément. Alors je parle de la numérisation, ça peut passer par des outils très simples pour pouvoir numériser un document qui existe en papier. Après, bien entendu, la numérisation nécessite également la possibilité d'indexation pour pouvoir rechercher du contenu vidéo, audio ou texte scanné par la suite. Deuxième élément, c'est la gestion de la classe, donc la gestion de l'interaction entre le prof et les étudiants sur l'ensemble de la chaîne du cours. Alors là, on va parler de Learning Management System, de LMS. Alors, il y a beaucoup d'universités qui ont Moodle, par exemple, qui est une plateforme open source, mais qui n'a jamais été utilisée correctement qu'à partir du moment où on a eu le Covid. Donc, alors, ça peut être des outils aussi simples que Google Classroom, ou des outils très complexes avec également l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus d'apprentissage. Après, il y a bien sûr le fait de tenir une classe à distance. Là, ça nécessite bien entendu des outils comme en fait les outils de webconferencing, donc
Microsoft Teams, Webex, Zoom, GoToMeeting ou autre. Et puis, bien entendu, il y a tout le volet, et ça, on va y arriver très rapidement, l'évaluation à distance. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui existent sur Moodle ou sur les différents LMS, mais il faut voir comment on peut faire de l'évaluation et des examens à distance. Ça, c'est également un élément qui est très important. Bien sûr, l'autre volet, c'est la recherche, où là, alors, on commence à avoir vraiment quelque chose d'assez intéressant. C'est en fait des bibliothèques à l'international, des, euh, des revues internationales, qui ouvrent leur contenu et qui le donnent de manière libre pour les étudiants et pour les chercheurs. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très important. L'open research et l'open content dans la recherche, il est très très important parce que ça permet de libérer les potentiels, ça permet d'accéder au savoir et de démocratiser justement ce savoir. Alors, la feuille de route de la transformation digitale, c'est Ali Fadri. Bon, je ne sais pas quelle feuille de route, moi je ne suis pas représentant du public. Bon, je sais qu'il y a une stratégie qui a été mise en place dernièrement par l'agence du digital. C'est une stratégie qui repose sur plusieurs piliers. Elle a été présentée en conseil d'administration au début de l'année et je crois que ça a été validé. Et dans cette stratégie, il y a des initiatives. Alors, je crois qu'il y a 14 ou 15 initiatives de mémoire dans lesquelles il y a des initiatives comme par exemple la gateway d'interopérabilité, comme la dématérialisation d'un ensemble de processus qui sont communs aux différentes administrations. On l'a vu avec le bureau d'ordre et le passeport digital. Bon, il y a un ensemble de choses. Il y a des volets réglementaires et des volets d'infrastructure. Donc il y a un ensemble de sujets qui concernent justement la feuille de route de transformation digitale. Après, bon, il y a la feuille de route. Moi, je dirais, il y a une feuille de route qui est mise en place. Le problème, c'est que sa mise en place dépend énormément de la collaboration des différents ministères. Et notamment, il y a deux ministères qui sont très très importants dans toute feuille de route digitale. C'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. C'est un peu le bâton et la carotte. Parce que ces deux ministères, ils sont incontournables dans tout processus administratif. On a besoin d'identifier le citoyen et on a besoin de faire rentrer de l'argent ou de donner de l'argent aux citoyens. Et donc, du coup, ces deux ministères sont très très importants dans toute effort de transformation digitale. On a quelque part un problème de positionnement de l'agence du digital, mais également on a un problème de prérogative de cette agence qui font qu'aujourd'hui, elle est plus à titre consultatif. Bien sûr, elle peut initier des initiatives, mais il n'y a aucune obligation pour les différentes parties prenantes gouvernementales de souscrire à ces initiatives. Et ça, je crois qu'il faut le changer d'une manière ou d'une autre et il faut la doter des budgets nécessaires pour pouvoir mener à bien cette stratégie ou cette feuille de route de transformation digitale. Il faut savoir qu'on est très en retard par rapport à ce sujet-là. Comparativement à des pays, alors il y a des pays qui ont mis en place une agence digitale depuis 20 ans. Et donc, ils ont commencé à travailler depuis longtemps, ils ont instauré des choses, et je ne parle pas de pays occidentaux, je parle même de pays qui sont similaires aux nôtres en termes de développement, l'Arabie Saoudite, la Jordanie ou d'autres pays. Donc, il faut qu'on rattrape notre retard. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de rattraper le retard, de s'assurer qu'il y a une bonne gouvernance et un bon positionnement de l'agence digitale, qu'il y a les moyens et les ressources nécessaires pour la mener, et qu'il y a également les moyens financiers et l'apport financier qui est important. Alors je vais avancer. En fait, il me reste 5 à 10 minutes. C'est Ahmed Tahiri. Alors comment jugez-vous le niveau de la transformation du secteur public et privé au Maroc dans l'absolu en comparaison avec les pays en voie de développement? C'était un peu quelque part ce sur quoi j'étais en train d'intervenir. Je trouve que le niveau reste en deçà de ce que peut faire un pays comme le Maroc. Il y a beaucoup de choses qui devaient être faites il y a 10 ans qui n'ont pas été faites. Il faut savoir qu'il y avait à un moment donné une stratégie Maroc numérique 2013 qui, au bout d'un certain moment, n'a pas... En fait, il y a eu beaucoup d'efforts à un moment donné et au bout d'un certain moment, là, tout s'est arrêté. Et donc, on s'est retrouvé vraiment dans une situation de blocage par rapport à cette stratégie. On a repris un peu tard. Je crois que les gens n'ont pas pris conscience de l'importance du sujet. Ça commence à devenir un élément important dans les stratégies, mais pas suffisamment bien positionné comparativement à d'autres pays.
Donc moi, je trouve qu'on est encore en retard, euh, que ni en termes de positionnement, ni en termes de budget, ni en termes de réglementation, ni en termes de ressources mises sur ce sujet-là, on n'est pas encore. Je donne un exemple. Il y a eu l'appel à projet qui a été lancé dans le cadre de l'intelligence artificielle, très louable, c'est une belle initiative. C'est Ferdaus quand il était secrétaire d'État. Le problème, c'est que le budget dont on parle, c'est un budget dérisoire. Alors, ça, ça a le mérite d'exister, mais c'est un budget qui est dérisoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de, en fait, au niveau budgétaire, on n'est pas bon. On est en train de mettre de l'argent sur des choses qui sont moins importantes que les choses, à mon sens, qui sont critiques et importantes pour un pays comme le Maroc, notamment sur des sujets comme la souveraineté sur la donnée. Alors voilà, alors après d'autres, on en a parlé. Une question d'Yassim Mehdi Sabit, quel est l'impact de la transformation digitale sur la gestion des courriers? Alors, sur la gestion des courriers, bon, je dirais à terme, la partie courrier, si on parle du courrier papier, va disparaître. Je crois que c'est un élément qui commence, d'ailleurs, même aujourd'hui, tout ce qui est gestion des courriers au niveau de l'administration publique, il y a eu un circulaire dans ce sens pour pouvoir adopter les solutions qui sont proposées par l'agence du digital, notamment le bureau d'ordre électronique. Donc je crois que c'est quelque chose qui va... si on est en train de parler du service postal, peut-être le service postal doit se transformer dans ce sens. Alors, il y aura toujours toute la partie colis, mais sur la partie courrier, je crois qu'il y a une transformation pour apporter une valeur ajoutée dans le sens de la dématérialisation complète de tout circuit papier. En plus, la réglementation, elle va également changer des choses dans ce sens, et donc on va se retrouver avec une réglementation qui va accepter tout ce qui est documents électroniques, signature électronique, et ainsi de suite. Je crois que c'est quelque chose qui est dans les tiroirs et qui va. Alors ça s'est accéléré quelque part par le Covid, mais ça va s'accélérer par la suite de manière plus drastique, surtout qu'il faut comprendre. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur un fait. Quand on parle du corona ou du Covid, alors il y a le virus lui-même qu'on peut maîtriser, qu'on peut. Walakin, euh, c'est quelque chose en fait, qui va nous accompagner pendant des mois, des années. Et donc, ça va changer beaucoup d'habitudes. Ça, c'est mon avis. Après, ça veut dire tout simplement que même quand il y aura des confinements, là, ça va être un déconfinement progressif, les mesures de distanciation sociale vont être toujours en vigueur, les mesures barrières vont être toujours en vigueur, et donc tout ça va nécessiter une transformation de fond en comble. Il se peut que, par exemple, sur le volet enseignement, bon, j'ai pas d'informations officielles, mais il se peut que même la prochaine année, en fait l'année prochaine, qu'on reste sur un modèle d'enseignement à distance, ou au moins d'un enseignement partiellement à distance. Et donc, c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant quelques mois, pendant quelques années, et donc du coup, les changements, à mon sens, vont être assez importants, et on est obligé de changer la réglementation en conséquence pour pouvoir accompagner ces éléments. Alors, Nargis dit, alors, serait-il possible de partager avec nous la documentation sur la digitalisation des processus RH? Alors, la documentation sur les processus RH, sincèrement, j'ai pas. Alors, je peux retrouver de la documentation, mais j'ai pas un document particulier sur ça. Comme j'ai dit, il y a un ensemble de processus qui vont être impactés. Et puis, surtout, il y a un ensemble de métiers qui vont changer de manière drastique. Et la relation entre l'employé et l'entreprise est appelée également à changer. Maintenant, c'est plusieurs documents. Je vous conseille en fait un document qui est très très important, celui du World Economic Forum. Je vous conseille souvent en fait, l'une des sources d'informations très intéressantes, c'est le World Economic Forum. C'est le Forum économique mondial. Il y a un document très intéressant sur le Future of Work, le futur du travail, qui est assez intéressant et qui permet justement de voir tous les impacts et tous les changements et transformations qui vont être qui se profilent à l'horizon. Alors, à propos de la signature électronique, qui s'occupe de ça, on a un nom par rapport à cela. Alors, c'est Samad Hiyan. Bon, signature électronique, je crois que c'est un sujet qui a commencé il y a quelques années avec Balid e-Sign. Le problème, c'est que le modèle ne peut pas fonctionner de la sorte et ça a été beaucoup plus une source de lourdeur qu'une source d'accélération pour beaucoup d'entreprises.
Donc c'est quelque chose qui est appelé à changer, aussi bien en termes de signature qu'en termes également de légalisation. Donc ça, à mon sens, il faut imaginer un autre modèle. En tout cas, le modèle actuel ne fonctionne pas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est accepté? Alors des fois, en fait, il y a la loi, mais il y a des choses qui se font par habitude ou par usage. Mais je crois il faut changer un peu tout ça. Il y a des pays qui ont fait des expériences assez intéressantes dans ce sens. Et je crois qu'on a, en termes d'outillage, tout ce qu'il faut. Alors, il y a des entreprises, il y a par exemple une entreprise qui s'appelle SafeDemats, qui a toutes les solutions nécessaires par rapport à la dématérialisation des documents et de la signature. Et également à la sécurisation, justement, de ces échanges. C'est une entreprise marocaine. Le problème, c'est que au Maroc, une bonne partie des solutions, en fait, ces solutions peuvent être utilisées dans d'autres pays. Des fois, on a même des pays d'Afrique qui adoptent certaines solutions qui sont développées au Maroc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas confiance suffisamment à ces entreprises parce qu'il y a cette logique de centralisation, cette logique de sécurité accrue. Bon, je ne sais pas, est-ce que... Alors, si Youssef Mrabat, si Youssef est un grand ami, en tout cas, merci beaucoup, si Youssef, pour toutes tes questions et tes encouragements. C'est pourquoi un smartphone marocain. Je crois qu'il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette parce qu'aujourd'hui, le smartphone, c'est un outil qui est à la disposition de tout le monde et dont dépend la souveraineté des pays. Le problème, c'est que moi, je ne crois pas qu'en termes de marché au Maroc, on a suffisamment de volume euh, pour pouvoir produire, commercialiser un smartphone marocain. Je crois que ça serait une excellente chose dans ces conditions-là d'avoir des regroupements régionaux. Je parle principalement du Maghreb ou des pays arabes pour avoir un smartphone euh, ou des pays de Nord-Afrique ou des pays d'Afrique francophone pour avoir un smartphone à l'échelle de cette région. Parce que on pourra faire les investissements nécessaires en recherche et développement, en production, et on aura les marchés pour pouvoir commercialiser ce genre de smartphone. Je crois que de toutes les manières, si on ne fait pas une sorte de regroupement et de consolidation régionale, c'est très difficile d'arriver sur ce genre de production de masse comme la production des smartphones. Alors, quelles seront les nouvelles étapes que fera le secteur de l'aviation vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Peut-être que ça va être la dernière question à laquelle je vais essayer de répondre. Peut-être qu'il y a d'autres questions, pardon. Avant celle-là, il y avait la question de Sheima. Est-ce que nos PME marocaines sont prêtes pour la transformation digitale? Bon, est-ce qu'elles sont prêtes? Moi, je dirais, le niveau de préparation, il dépend de beaucoup de choses. Aujourd'hui, sur le volet, disons, infrastructure et réseau, on n'est pas à la traîne. On n'est pas suffisamment complet parce on a encore des régions qui ne sont pas couvertes, qui sont pas couvertes correctement. Mais globalement, ça reste assez correct. Sur le volet réglementaire, on est un peu loin. Je crois qu'il y a un ensemble de réglementations qu'il faut qu'on améliore parce qu'une PME, c'est un acteur qui évolue dans un écosystème. Et donc, il ne peut pas aller vers la digitalisation s'il n'a pas un écosystème qui est favorable. Des questions, alors il y a des questions qu'on a essayé de régler il y a quelques temps, notamment en termes de financement de la digitalisation, mais ce n'est pas générique. Alors on a des programmes comme Moussanada ou autres qui existent au niveau de Maroc PME qui sont assez intéressants dans ce sens et qui existaient il y a plusieurs années par rapport à l'investissement en système d'information et autres. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de communication. وهنا غنرجع لواحد النقطة في حلقة مهمة في لا كومونيكاسيون بزاف ديال لي زينيسياتيف غنقولها بالعربية باسكو سي اونتر اوتر لان دي بروبليم فاش كنتكلموا على لي بي ام او لي تي بي ام او كاين بزاف الناس اللي راه اصلا ما كيفهمش الفرنسي ناس كي سون دون لا برودكسيون دون لينوفاسيون كي يعني كاع داكشي اللي ممكن يتحتاج بوغ غيسير ينجحوا لا سوسيتي ديالهم ولكن ماشي بالضرورة كيفهموا الفرنسي بزاف ديال لي بروغرام qui sont faits, qui sont là, qui sont à disposition ما كيتكومونيكاش عليهم ما كتوصلش المعلومه يعني التواصل ناقص في هذه النقطه جزء من يعني هذا الشيء هو جزء من الاسباب علاش لا بي ام او ما وصلتش لهذا التحول الرقمي وما مشاتش فيه بالشكل اللي خصها تمشي فيه عندنا مشكل في التواصل والتواصل كيقتضي اننا نتواصلوا باللغه ديال البلاد وهذه بالنسبه ليا لا بالنسبه للشباب ولا بالنسبه للمقاولات وبالخصوص المقاولات المتوسطه والصغيره الا ما تواصلتيش معهم باللغه اللي كيفهموا راه ما يمكنلكش توصل هادشي
زعما كنعتذر انا كنقول هذا الشيء، وحنا تقريبا في هذا لو لايف كامله كنا كنهضروا فرونسي، ولكن الله غالب. مي راه خصنا نحسنوا من طريقه التواصل ديالنا ومن لغه التواصل ديالنا الا بغينا نوصلوا هذا الشيء. Alors, je prends les deux dernières questions et j'arrête parce que normalement il y a d'autres lives qui vont suivre. Quelles seront les nouvelles étapes que fera le secteur de l'aviation et enseigner à distance digitalement, comment développer ce sens. Alors je vais commencer par la dernière pardon. L'enseignement à distance, الصعوبة اللي فيه ماشي هي les outils. الصعوبة اللي فيه هي la pédagogie ولا l'andragogie. يعني كيفاش نتعامل مع هذاك التباعد وهذاك البعد دو مانيير كوريكت اي كوهيرونت باش نوصل المعلومه. راه ماشي ساهل، ماشي نفس الشيء، ماشي نفس الطريقه، ماشي بحال الكور ماجسترا كنديرو في لونفي بحال الكور اللي غنديرو في زوم ولا غنديرو في ويبيكس ولا غنديرو في تيمز. دونك خصني نكون ايماجيناتيف en termes de façon de faire, que ce soit sur le volet pratique, sur les exercices, sur ثاني حاجه لو نيفو دو كونسونطراسيون في لي زوتي ديجيتال راه ماشي نفسو لو نيفو دو كونسونطراسيون في الكلاس. كاين بزاف ديال لي زيليمون دانتيراكسيون في لو فولي يعني جيستويل وكذا اللي ما كيدوش. داك لانتيراكسيون و لو روتور و لو فيدباك رابيد اللي كيبيرمي حتى البروف انه يعطيك بلوس ما كيكونش. Donc du coup, il faut imaginer de nouvelles démarches pédagogiques pour pouvoir assurer de l'enseignement à distance. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un remplacement pour l'enseignement présentiel. C'est quelque chose qui peut être complémentaire et qui peut un peu libérer libérer les personnes de certaines contraintes qui sont liées au présentiel. Ou alors il faut l'imaginer de manière pérenne, donc il faut réimaginer la façon de donner les cours, la durée, et ainsi de suite. Et tous ces éléments sont importants à réévaluer. Dernière question par rapport à l'aviation et vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Le secteur de l'aviation, aujourd'hui, il vit une grande crise. Alors la crise, elle est due à plusieurs raisons et ça va être une crise qui va être dans la continuité. Il y en a aujourd'hui avec le Covid un impact énorme sur les compagnies aériennes et donc du coup sur leurs sous-traitants. La production, bien sûr, au Maroc, l'avantage c'est qu'elle n'est pas destinée uniquement au Maroc, mais elle est destinée également à l'export, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, effectivement, les mécanismes qui ont été mis en place il y a quelques années en termes d'industrie, alors ils ont été mis à niveau effectivement, mais on n'a pas nécessairement on ne bénéficie pas de toute l'avancée de l'industrie 4.0 au niveau des secteurs automobiles, l'aviation. Alors, automobile, peut-être avec l'usine PSA, on a bénéficié des meilleures pratiques en termes d'industrie 4.0. Mais toujours est-il qu'il y a un manque dans ce sens pour plusieurs raisons. Alors, il y a un exemple très simple aujourd'hui, même au niveau réglementaire, par rapport au déploiement de réseaux de capteurs, on a un manque réglementaire. Et ça pose un problème pour les réseaux type LoRa par exemple, aussi bien dans le domaine comme l'industrie que comme l'agriculture. Et ça peut être impactant justement pour ce genre de secteur. Moi, à mon sens, pour l'industrie d'aviation, ça va passer par une période de turbulence qui est claire. Maintenant, l'intelligence artificielle peut être un apport majeur, aussi bien en amont par rapport à comment on gère le processus de production, par rapport à la production en elle-même et notamment la maintenance avec la maintenance prédictive, par rapport à l'optimisation de la chaîne logistique et par rapport également à comment on gère les clients de ce domaine. En tout cas, je crois que je vais devoir arrêter le live. Merci beaucoup pour les gens qui étaient présents aujourd'hui avec nous. Ramadan Mubarak Saïd. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. نتمنى انه ان شاء الله يدخل علينا الله هذا الشهر بالخير والبركه ويحفظكم ويحفظ كاع الناس اللي عزاز عليكم. يرحم الله سبحانه وتعالى الموتى ديال هذا الوباء ويرفع علينا الوباء والبلاء في اقرب وقت ان شاء الله. توفيق les étudiants et à toutes les personnes qui étaient présentes dans ce live et rendez-vous prochain live inchallah la semaine prochaine à 14h. Ramadan Mubarak. Salam alaikum wa rahmatullah.